Donc, je suis le docteur Jean-Étienne Terrier, je travaille à l'hôpital privé Jean Mermoz à Lyon, et donc je suis urologue de formation. À tout moment, j'ai des patients qui viennent me voir en tout début de transition, d'autres à des moments beaucoup plus avancés, c'est-à-dire après avoir fait un parcours assez long avec traitement hormonal, suivi régulier, ou des fois absolument aucun suivi, et à ce moment-là on fait un point de départ. C'est très variable d'un patient à l'autre, ou d'une patiente à l'autre. Alors je propose des chirurgies de vaginoplastie, et des chirurgies de phalloplastie et de métaïodioplastie. Donc, je m'occupe de la chirurgie de réassignation des organes génitaux externes, donc je ne m'occupe pas des chirurgies des seins ou du visage, uniquement les chirurgies des organes génitaux. Oui, c'est possible. Bien entendu, ça dépend quel type de retouche. Ça peut être des reprises pour des problématiques de prothèse, par exemple, ou des retouches pour des scrotoplasties, pour des prothèses testiculaires, pour des sténoses de l'urètre. Je suis souvent sollicité pour des problèmes de sténose de l'urètre post-opératoire qui sont malheureusement assez fréquentes. Et donc, du coup, on a des fois à les gérer, surtout pour des patients qui viennent de l'étranger, pour qui c'est compliqué de retourner dans le pays dans lequel ils ont fait la phalloplastie. Alors, heureusement, souvent, c'est pas toutes les semaines, mais c'est quand même assez régulier. Des patients qui peuvent venir de Belgique ou des fois de Serbie, parce que bien entendu, c'est des centres extrêmement entraînés pour faire des phalloplasties, mais comme tous les centres, ils ont aussi des soucis possibles, notamment au niveau de l'urétroplastie. Et pour les patients, c'est compliqué de se faire prendre en charge avec les allers-retours, etc. Donc nous, on les prend en charge quand il y a un souci à ce niveau-là. Donc sur les étapes, ça dépend évidemment de la technique qu'on utilise. Moi, sur la phalloplastie, dans notre centre, j'utilise la technique de la phalloplastie abdominale. Pour cette technique, il y a plusieurs étapes. On a une première étape dite de ballon d'expansion pour gagner en surface de peau, en élasticité, ce qui permet de créer la phalloplastie à proprement parler, mais qui permet surtout d'avoir suffisamment de surface de peau et d'élasticité pour fermer la peau du ventre dessous. Parce qu'on pourrait créer une phalloplastie à n'importe qui n'a pas eu de ballon d'expansion, par contre on ne pourrait pas fermer le ventre. Donc l'objectif de ces ballons d'expansion, c'est de fermer, en fait, d'avoir suffisamment de peau. La deuxième étape, on crée la phalloplastie, mais on la laisse connecter en bas et en haut. Ensuite, il y a une troisième étape où on libère la phalloplastie. Donc là, on se retrouve avec ce que j'appelle moi la phalloplastie brute, c'est-à-dire sans urètre, sans gland. À ce moment-là, on se pose la question de créer un urètre ou de ne pas créer un urètre. C'est un peu en fonction des souhaits du patient et surtout de la balance bénéfice-risque que le patient a envie de prendre. Si on fait l'urètre, ça rajoute 2 étapes complémentaires. Donc une étape où on va créer l'urètre dans la phalloplastie et une étape où on va connecter l'urètre de la phalloplastie à l'urètre natif. On en profite à ce moment-là pour faire le gland. Et l'étape définitive, donc la 6e étape, c'est l'étape pour mettre en place la prothèse érectile, alors qui est facultative, mais la majorité des patients choisissent de mettre en place une prothèse. Et on la fait généralement environ 6 mois après la dernière étape d'urètre, afin de vérifier qu'il n'y a pas eu de complications, de sténose, parce qu'on ne va évidemment pas poser une prothèse si le patient a des complications liées à son urétroplastie. Donc, sur la phalloplastie abdominale, telle qu'elle est faite ici, il y a 6 étapes pour aboutir à la phalloplastie complète avec urètre. Et bien entendu, si on ne fait pas l'urètre, et bien à ce moment-là, on réduit le nombre d'étapes. Alors, c'est pas que ça pose des problèmes, c'est juste qu'il faut faire plus attention lors de la pose. Ça donne une contrainte en plus d'avoir un urètre à l'intérieur de la phalloplastie. Premièrement, ça diminue l'espace, donc c'est-à-dire que le canal urétral prend de la place à l'intérieur de la phalloplastie, donc on a moins d'espace de dilatation. Et ensuite, on a un risque potentiel de faire une lésion de l'urètre lorsqu'on fait notamment la dilatation pour mettre en place la prothèse.
Et enfin, avoir un urètre augmente aussi potentiellement le risque d'infection, puisqu'il y a plus de risque d'infection urinaire, et donc potentiellement de risque d'infecter l'implant. Donc, ça ne contre-indique absolument pas la mise en place d'une prothèse dans une phalloplastie. Par contre, ça nécessite de prendre des précautions complémentaires lorsqu'on met en place la prothèse. Alors, j'ai une expérience depuis plusieurs années maintenant. Tout d'abord avec la prothèse dans la phalloplastie, hein, qui a été spécifiquement conçue avec votre laboratoire et la collaboration avec l'équipe du docteur Morel-Journel. Donc c'est une prothèse spécifique pour les phalloplasties qui a des avantages importants puisque les prothèses qu'on utilisait depuis des années dans les phalloplasties étaient des prothèses à la base faites pour des verges d'hommes cisgenres et non pas pour des phalloplasties. Donc elles avaient des défauts et elles en ont encore, notamment en termes de fixation et puis également en termes d'aspect esthétique global et de fonctionnalité. Donc l'idée de la prothèse ZSI, c'est d'améliorer certains points à ce niveau-là, notamment avec la plaque de fixation sur le pubis spécifique qui doit réduire le risque de lâchage en fait de la prothèse, de capotage de la prothèse, qui nécessiterait un changement de l'implant. Et puis la présence de ce gland un peu rigide en bout de phalloplastie qui donne une certaine texture en fait au gland, et puis dans certains cas aussi un côté esthétique puisqu'elle remplit un petit peu mieux la phalloplastie. Donc ce sont des prothèses que l'on pose tous les mois, plusieurs fois par mois dans le centre. Eh bien moi je vais mettre 4 points de fixation. Ce sont des points non résorbables, donc qui restent à vie théoriquement, et qu'on vient fixer contre le périoste du pubis. Donc il faut imaginer que ça c'est le pubis avec la phalloplastie qui est ici, et on vient fixer la prothèse comme ceci avec 4 points de fixation aux 4 angles de la plaque de fixation. Dans mon expérience, une très grande majorité des patients souhaitent mettre en place une prothèse à l'issue de leur phalloplastie. Bien entendu, il y a des patients qui vont marquer un temps d'arrêt suite à la réalisation de la phalloplastie pour se remettre, hein, parce que c'est beaucoup de... Quelle que soit la technique d'ailleurs, c'est un parcours très lourd de faire une phalloplastie, donc il faut le temps aussi que le corps se remette, que l'esprit se remette, et d'autres patients veulent enchaîner le plus rapidement possible pour mettre en place la prothèse. Mais dans mon expérience, la majorité des patients souhaitent une prothèse pour pouvoir avoir des rapports sexuels pénétrants. C'est pour ça que le patient a besoin de s'entraîner pour que ce soit extrêmement simple et pour qu'après, au moment du rapport sexuel, il n'ait pas besoin de réfléchir comment il va gonfler son implant, comment ça va se passer. Donc moi, je leur donne la consigne de gonfler au moins une fois par jour leur implant pour que ça devienne simple pour eux. Alors, ça c'est des discussions qu'on a avec le patient avant la mise en place de l'implant. On va effectivement discuter des différentes sortes d'implants qu'on a à disposition. Et puis la première chose, déjà les deux grandes catégories, l'implant gonflable et l'implant semi-rigide. Le vrai avantage, quasiment le seul avantage, il y a deux avantages du semi-rigide. Premièrement, pas avoir besoin de gonfler. Donc la problématique des difficultés de gonflage, on l'élimine. L'autre avantage, c'est qu'on réduit la difficulté de mise en place de l'implant lorsqu'on met un semi-rigide, parce qu'il n'y a pas besoin de mettre en place une pompe et il n'y a pas besoin de mettre en place un réservoir. Donc c'est une mise en place plus simple, entre guillemets, avec des risques un peu moins élevés, d'infection notamment, puisqu'il y a moins de matériel, moins de durée opératoire, donc un peu moins de risque pour l'opération. Donc il y a des avantages à mettre une semi-rigide. Également un avantage, qui dit pas de pompe, dit moins de pression au niveau du scrotum. Encore que, si on met pas cette pompe, on va mettre probablement en place une prothèse testiculaire en plus, donc ça va pas changer énormément les choses. Donc il y a des avantages sur cette prothèse-là à mettre une semi-rigide. Dans mon expérience, c'est plutôt une prothèse que je vais mettre en deuxième intention pour quelqu'un qui a eu une prothèse gonflable, chez qui le retour n'a pas été très bon, qui n'a pas réussi à bien manipuler, ou qu'il a eu un problème mécanique, qu'il n'a pas envie de revivre ce qu'il a vécu avec sa prothèse gonflable. À ce moment-là, on discute de la malléable et certains patients souhaitent passer à une prothèse malléable.
Euh, il y a un autre avantage de la malléable. Dans certains cas, malheureusement, on n'a pas toutes les tailles de prothèse. Donc, euh, on peut des fois avoir le bénéfice d'une malléable parce que la malléable, pour le coup, on peut vraiment faire ce qu'on veut. La malléable, elle a la possibilité d'être coupée en fait au bloc opératoire. On a une grande prothèse de base et cette grande prothèse peut être découpée et réduite, mais on peut ajuster beaucoup plus finement par rapport à la taille de la phalloplastie. Donc ça, c'est un avantage également dans certains cas où on n'arrive pas à trouver la bonne taille de prothèse gonflable. Mais ça, c'est quelque chose dont on peut se rendre compte uniquement le jour du bloc opératoire. On ne peut pas faire des mesures préopératoires avec le patient, on ne peut pas faire d'imagerie de scanner ou d'IRM qui nous permettrait de dire, bah voilà, chez vous, je vais mettre un 15 ou un 18 cm. C'est pas possible. Donc ça aussi, c'est une constante, c'est qu'avec les patients, lorsqu'on expose les types d'implants, moi je leur explique qu'il y a une part d'inconnu et que le jour du bloc opératoire, peut-être qu'on sera amené à mettre un autre type d'implant si jamais bah, l'implant prévu n'est pas possible à mettre en place pour des raisons d'espace ou de taille de l'implant. Dans les questions abordées, il y a des fois des questions sur comment aborder ma sexualité, comment gonfler l'implant entre guillemets discrètement, etc. Est-ce que l'implant va se sentir? Est-ce que ça va se voir? Est-ce que ma partenaire ou mon partenaire va le voir? C'est des questions qui sont pour moi très difficiles à répondre parce que j'ai pas la réponse à ça évidemment. Euh, il y a des réponses aussi sur la sexualité en termes pour les implants, il y a des pratiques sexuelles qui sont plus ou moins compliquées parce que le bout du gland peut être plus ou moins rigide, donc il y a certaines pénétrations plus difficiles à faire avec une phalloplastique, avec une verge biologique. Et également certaines positions qui peuvent être plus compliquées à faire avec une prothèse. Mais là encore, ça dépend, c'est pas toujours la même chose. Donc après, le patient va se faire sa propre expérience avec sa prothèse et sa phallo, quoi. En consultation, j'ai toute une série de photos, que ce soit pour les vaginoplasties, pour les phalloplasties, pour les métas. Bien entendu, des photos que les patients m'ont autorisé à prendre et que je montre. Par contre, je ne les montre qu'en consultation. Je ne les donne pas à mes patients par mail ou quoi que ce soit, mais en consultation, moi, je considère que voir des photos est important pour les patients. Les patients ont besoin de visualiser les choses pour bien comprendre ce qu'ils vont avoir, ce qui va se passer. C'est très compliqué pour un patient de visualiser. Et je sais que les patients, notamment sur les réseaux sociaux, qui discutent beaucoup, euh, malheureusement ou heureusement, il y a peu de photos qui sont échangées des résultats, ce qui est logique, hein, parce que le patient ne va pas exposer ses résultats de phallo comme ça sur le net, ça paraît compliqué. Donc oui, moi en consultation, systématiquement, on balaye de nombreuses photos de résultats, que ce soit pour les vaginaux ou les phalloplasties. Pour une chirurgie, bah déjà, il faut que le patient me rende compte. On va bien sûr faire le point sur sa demande, voir si sa demande est en accord avec ce que je peux lui proposer. Ensuite, voir si le patient a tous les éléments pour bénéficier de la prise en charge, s'il a déjà avancé dans son parcours, est-ce qu'il a un traitement hormonal, depuis quand, est-ce qu'il a un suivi. Euh, à partir de là, on voit, soit il a besoin d'avancer dans son parcours et il continue son parcours, mais si le dossier est complet, une fois que le dossier est complet, bah, je l'inscris sur ma liste d'attente et actuellement, alors ça dépend si c'est une méta ou une phallo, mais pour une phalloplastie, il y a environ 2 ans d'attente et pour une métaillodioplastie, il y a un peu moins d'1 an d'attente. Ah bah, le Covid, pour nous, ça a été très compliqué et c'est encore extrêmement compliqué à gérer. Bien entendu, pendant la période pendant les périodes de confinement où le personnel était redistribué pour les réanimations ou pour la gestion des patients Covid, bah, on n'a pas opéré de chirurgie considérée comme non urgente. Donc tout ce qui était vaginoplastie, prothèse, on a simplement continué à opérer, et encore pas tout le temps, les patients qui étaient en cours de réassignation ou qui avaient des problèmes dans leur urètre. Donc on a pris énormément de retard sur les listes de patients à opérer et malheureusement c'est quelque chose que tous les chirurgiens de France ont vécu. Donc c'est pas une bonne année pour les gens qui souhaitent faire
une réassignation chirurgicale parce que toutes les chirurgies ont été mises en stand-by. Mes attentes sont, déjà, moi j'ai constitué mon équipe, je travaille maintenant avec le docteur Elie Pricaz, qui est un de mes collègues qui se forme sur la phalloplastie et la vaginoplastie. Donc mes attentes, c'est d'augmenter notre effectif pour pouvoir répondre aux demandes des patients et des patientes. Et puis après, les phalloplasties, de toute façon, on est en permanence en train de se poser des questions pour comment améliorer la technique, comment améliorer notre technique d'urètre, de phalloplastie, de scrotoplastie. Et c'est pas des pas de géants qu'on fait. On fait des petites avancées en permanence pour. Je pense sincèrement que ce qu'on fait maintenant n'est plus ce qu'on faisait il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Enfin, c'est clair, il y a un monde qui s'est écoulé. Il y a beaucoup plus de personnes qui s'intéressent maintenant à cette chirurgie. On peut échanger et c'est une très bonne chose. Avec plaisir.